Bonjour les amis, bienvenue à l'extrait de lecture numéro 2 concernant mon livre « Ce que nos cœurs veulent vraiment » paru aux éditions MVO en fin d'année dernière. Ce que je disais à ceux qui ont suivi la première vidéo, c'est que j'ai plusieurs thèmes de prédilection, notamment la passion pour la nature, la protection de la faune et une vraie passion pour l'Afrique. Alors pour ceux qui eux auraient découvert mon autobiographie qui était mon premier roman, j'expliquais que ma passion pour l'Afrique remonte à mes premières années de jeunesse et j'ai travaillé en Angleterre dans une association caritative un peu comme l'UNICEF qui s'appelle Plan International maintenant. À l'époque c'était Foster Parents Plan et nous trouvions des familles de correspondance adoptives auprès de 150 pays. Ces familles versaient de l'argent tous les mois pour aider à améliorer les conditions sanitaires et d'enseignement dans tous ces pays-là. Et j'avais eu l'occasion avec mon mari d'aller au Kenya en voyage de noces en 1988 pendant 3 semaines en camion avec un groupe de 16 Français. Et nous avions eu le bonheur de rencontrer notre enfant adoptif, entre guillemets, bien entendu, et sa famille. Et on avait vu à quel point une petite somme versée tous les mois changeait considérablement la vie d'une seule famille. Je pense qu'il n'était que 2 sur 5 enfants à avoir pu aller à l'école primaire et à l'école secondaire. Ça, c'est un grand combat. Et je vous annonce tout de suite que dans mon autobiographie, il y avait aussi un plaidoyer pour un monde meilleur. Et je vais enregistrer des extraits de vidéos de ce plaidoyer pour un monde meilleur. Et j'aimerais que, si vous êtes d'accord avec moi, on sème un peu de positif dans ce monde qui marche sur la tête actuellement et qu'on échange à ce sujet. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. La passion de l'Afrique aussi, c'est parce que mon mari, Marc, a vécu au Kenya pendant 3 ans avant l'indépendance avec toute sa famille. C'était une histoire extraordinaire. Son papa était directeur d'école et ils avaient 3 enfants. Ils avaient du mal à joindre les 2 bouts, donc ils ont décidé de s'expatrier à Nairobi. Et son papa donc s'occupait d'une école là-bas et ça a été absolument extraordinaire pour lui. Il a passé Noël à se réveiller en sortant de la tente. Il y avait un énorme éléphant de George qui était devant. Vous pouvez découvrir ça dans mon autobiographie qui s'appelle « Quand s'élève une âme libre ». Je vous mets les détails sous cette vidéo. On passe tout de suite au deuxième extrait de lecture de « Ce que nos cœurs veulent vraiment ». Ma passion pour l'Afrique m'a aussi amenée à être passionnée pour les coureurs kenyans qui s'entraînent sur les hauts plateaux d'Iten en Afrique pour participer au marathon notamment. Et leur méthode d'entraînement et le lieu d'entraînement sont si bénéfiques pour les athlètes que nombre d'Américains, d'Européens et de tous les continents viennent s'entraîner tous les ans à Iten. Et Joseph, je vais vous lire un extrait avec Joseph, c'est le deuxième personnage de mon livre. Et vous êtes prêts pour cet extrait? L'athlétisme change les vies au Kenya. Une vraie échappatoire à la misère. J'aimerais le croire. En attendant, il faut l'état d'esprit d'un champion pour courir 100 km par semaine sur les pistes d'Iten. Ces hauts plateaux sont la Mecque des mecs comme moi et les marathoniens du monde entier. Tu dois t'entraîner au-dessus de 2400 mètres d'altitude, 7 jours sur 7, de l'aube au coucher du soleil. Tu as à peine le temps de te reposer le dimanche. Le seul avantage, c'est qu'il y fait beau toute l'année. 20 degrés en moyenne. J'aurai bientôt 18 ans. Les stages d'entraînement de qualification au plus haut niveau, je ne les compte plus. D'après mon entraîneur, je suis parmi les meilleurs performeurs. Une vraie pépite. J'avais un potentiel médaillable aux Jeux Olympiques d'Athènes l'an dernier en me qualifiant pour le marathon avec un chrono de 2h17 minutes et 5 secondes. Quand je pense qu'il n'y a qu'une poignée d'hommes marathoniens engagés aux Jeux, je devrais être fière de moi, n'est-ce pas? Dans ma culture Maasai, comment vas-tu se dit Maasai et sous-entend
Es-tu heureux? Eh bien, en cette fin d'année 2005, je fais honte à la sagesse tribale selon laquelle les épreuves permettent de grandir. Je suis née à Naikara, un village à 250 km à l'ouest de Nairobi. En tant que fils aîné d'une famille de 10 enfants, on m'a inculqué les bons préceptes de ma culture à chaque naissance de mes frères et sœurs. Mais ai-je vraiment assimilé les leçons principales de mon éducation? Du fait que j'ai quitté la structure familiale très tôt afin d'aller m'entraîner à Iten. Mon père est Loiloi Boni, le chef spirituel de la tribu, l'intermédiaire entre Enkai, notre déesse créatrice, et les familles du village. La première leçon que j'ai dû retenir, il me l'a expliquée en ces mots. Maasai provient du mot Ilmao, qui veut dire jumeau. Toute chose est reliée à une autre pour former des paires d'éléments inséparables, même si contradictoires. Les grands appellent cela la dualité. Le crépuscule succède à l'aube, l'espoir au désespoir. Ce que l'on trouve facile un jour devient difficile quelquefois. Malgré les hauts et les bas, tu resteras toujours toi. J'ai admiré sans cesse la capacité de mon père à voir l'interaction positive des contraires et non leur côté néfaste. Moi, je galère avec tout ça. J'ai le running dans le sang, depuis tout petit je cours. Enfant, c'était pour aller à l'école à 10 km de la maison. Je rentrais même déjeuner chez moi, de temps en temps. Aujourd'hui, malgré les performances et les chronos qui pourraient me hisser parmi les meilleurs marathoniens, je n'ai jamais quitté mon pays. Alors je ne peux pas m'empêcher de me comparer à l'élite. La deuxième leçon de ma tribu Maasai, Ensipai, je ne l'ai pas comprise non plus. Elle place la joie au point de départ de l'existence, pas comme un but. J'ai perdu le cœur léger, le sens de l'humour du jeune guerrier Moran que j'étais. Maintenant je vois déjà ma carrière en péril. Je me focalise que je ne trouverai jamais les 30 000 € nécessaires qui me permettraient de financer les 2 années d'entraînement. Mais quelques primes gagnées aux compétitions locales ne suffisent plus pour réussir dans ma quête de rêve olympique. L'élite mondiale vit aisément de ses performances grâce aux gains obtenus en compétition et au sponsoring. Je suis dépitée, nous sommes des milliers à nous entraîner en vue de gagner, mais surtout pour nous élever socialement et aider nos familles. Il y a si peu d'élus. Je vais devoir trouver un travail à côté. L'un de mes meilleurs amis est fonctionnaire de police, pourquoi pas ça? C'est la troisième leçon que j'ai mal apprise. Tout Maasai se doit être un planteur, pas au sens physique du terme. C'est la démarche intérieure de cultiver l'humilité afin de rester à l'abri de la colère et de la déception. Pour le moment, j'ai plutôt envie de casser la figure à l'adversité. Je ne m'en sors pas mieux avec le 4e précepte, celui qui dit qu'il faut apporter l'harmonie et l'équilibre dans la grande chaîne de la vie. Je n'arrive pas à faire le vide et à lâcher prise avec mes difficultés. Mon père, avec son regard clair et son allure légère, est la preuve vivante que les préceptes Maasai ne sont pas purement philosophiques, mais des choix de vie bien concrets. Surtout petit, laisse-toi guider par la qualité du présent et l'énergie créatrice qui nous entoure. Tu ne crains rien, Enkai te protège. Il sait de quoi il parle. Depuis les années 80, il doit endosser le rôle de défenseur contre la colonisation de nos terres situées dans de nombreux parcs animaliers entre le mont Kenya et le Kilimandjaro. Le droit de faire pâturer notre bétail sur ces territoires, essentiel pour l'économie pastorale, a commencé à nous être volé par des organismes malveillants qui, au nom de l'écotourisme, nous ont enlevé le statut d'indigène légitime. Mon père en a profité pour me dire « Tu dois voir la souffrance, donne Osina Kishon » comme un don du ciel, donne Osina Kishon. Placée sur ton chemin, elle t'élèvera toujours plus haut. La difficulté trempe ton âme. La 5e leçon de mon éducation Maasai consiste à vaincre ses peurs et faire l'expérience de ce qui est, si l'on prétend savoir qui on est réellement. Quand j'ai atteint le statut de Moran, un jeune guerrier de 15 ans, et été circoncis, j'ai appris à manier les armes et à chanter les chants de guerre. Souvent, j'étais chargée de la sécurité du bétail.
Notre famille avait 10 bœufs, des chèvres et des moutons. Je suis devenu un véritable chasseur de lions. J'en ai tué 2. Alors être brave, ça je connais. Pourtant la bravoure ne met pas d'argent sur la table. Ça commence à me saouler de ruminer tout ça. Je prends une grande inspiration, me projette l'image bienveillante de mon père et je m'imagine ce qu'il me dirait. Tu dois te ressaisir et continuer à oser mettre les pieds dans l'ombre des grands champions. Les murs de la précarité ne sont pas infranchissables. Tu n'en es pas rendu à dormir à même le sol, sous la tôle, sans eau courante ni électricité. Ces paroles, au cœur d'une conversation virtuelle avec mon père, me font me sentir un peu mieux déjà. Mon copain athlète Martin m'a dit qu'il a entendu parler d'un coureur qui compte investir une partie de ses gains pour entraîner une petite équipe d'une dizaine de coureurs, 6 mois à Iten. Avec un peu de chance, on se sera croisés dans le froid des petits matins. Je dois me mettre en quête de savoir qui c'est. Il faut que je lui dise. Il y a 2 mois. Celui qui court sur les pistes a plus d'haleine. C'est le guerrier sans limite qui va battre des records du monde et sur lequel vous pourrez miser sans crainte. Celui qui peut débiter ses doutes et ses peurs pendant 2 minutes, il restera toujours au vestiaire sans perturber le guerrier. Alors j'espère que mon Joseph que j'ai imaginé vous entraînera avec autant d'émoi et d'enthousiasme sur les plateaux d'Iten. Vous voyez que son rêve est vraiment de s'aligner à ce que son cœur veut vraiment. Et si vous continuez à me suivre pendant la vingtaine de semaines que nous allons passer ensemble, vous en apprendrez plus sur lui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Donc, il y aura des séries de vidéos qui vont être filmées en parallèle. L'une sur les extraits de lecture de ce livre et l'autre pour vous présenter mon plaidoyer pour un monde meilleur. Mais là, je compte vraiment sur vous pour participer à ma démarche. J'aimerais qu'on crée un courant positif de pensée. Vous n'êtes pas d'accord avec tout ce négatif qu'il y a autour? Si nous nous résignons, eh bien, nous sommes des simples moutons qui allons nous laisser gouverner par des décisions de plus en plus dangereuses et puis quelquefois complètement hallucinantes. Nous avons un pouvoir de parole. Et voilà, j'aimerais que vous me disiez si ce que je raconte, ce sont des pures bêtises ou ça pourrait vous intéresser et on pourrait exprimer le monde positif que nous souhaitons pour nos enfants et nos petits-enfants et puis agir dans ce sens. Certains d'entre vous ont certainement signé comme moi la pétition pour libérer Paul Watson, qui est un profond humaniste. Ce n'est pas un terroriste pour le monde. Nous avons réussi à le faire libérer alors qu'il allait être extradé au Japon avec une sentence en prison qui aurait pu atteindre jusqu'à 15 ans. Et moi, j'ai même eu peur qu'il soit condamné à mort à un moment. Si vous êtes des humanistes comme moi, eh bien, je pense qu'il est temps d'agir tranquillement, mais sûrement. Bye, à très bientôt.